Mesdames et messieurs, bonjour. Je prie d'abord à tous ceux qui nous regardent en direct de nous excuser pour ces quelques minutes de retard dû à des problèmes techniques en début de matinée et qui se reportent donc sur les sessions suivantes. Bienvenue donc à ce débat sur le thème planification écologique, le retour d'un État régulateur pour un modèle économique soutenable, point d'interrogation. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et ravi d'animer ces échanges sur un thème qui est en pleine actualité. Pourtant, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le mot planification, il sentait un peu le soufre. Il sentait un peu le souffle depuis la fin du XXe siècle. Il y avait eu plusieurs expériences au XXe siècle. Je vais en évoquer très rapidement deux. La première, c'était celle de l'URSS, où la planification, c'était un dispositif extrêmement centralisé, où l'État décidait de tout, y compris de la quantité de casseroles qui devait être produite. Et la quantité de casseroles était précisée non pas en unités de casseroles, mais en poids, ce qui faisait que les casseroles pesaient 10 kilos. Et donc, c'était extrêmement compliqué. C'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont fait que cette planification à la soviétique a fini par échouer. C'est sans doute l'une des causes majeures de l'échec de l'URSS. Le deuxième exemple qu'il y a eu au XXe siècle, c'est la planification à la française au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui avait été lancée par le général de Gaulle et menée par M. Monnet. Une planification qui était une planification non pas impérative, mais indicative, qui était un lieu de discussion avec les partenaires sociaux, avec les hauts fonctionnaires, avec des intellectuels aussi, pour essayer de tracer le cadre, mais le cadre qui était un cadre à ce moment-là, à une époque qui était très différente de celle d'aujourd'hui, puisqu'on avait un pays à reconstruire, et donc des enjeux qui étaient très, très, très centralisés peut-être, ce qui est assez différent par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Ça a bien marché au début, et puis ça s'est petit à petit délité, même si c'est la planification à la française est réapparue. Enfin, elle a connu différentes transitions. Le commissariat au plan a été rebaptisé il y a quelques années France Stratégie, et c'est pas tout à fait par hasard si cette session est organisée par France Stratégie. Et puis si la planification revient aujourd'hui, elle revient parce qu'il était une fenêtre et qui devient aujourd'hui une grande porte qui est l'écologie. En France, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a porté ce thème depuis maintenant une bonne décennie. Il a créé un livre qui s'appelle La planification écologique. Et le thème a été repris par différentes manières à différents endroits. Jean-Marc Jancovici et son think tank le Shift ont beaucoup porté ce thème. Et puis ça a été repris dans la campagne d'Emmanuel Macron, pas la première, celle de 2017, mais celle de cette année, en 2022. Et on entend aussi d'autres personnalités qui prônent ce concept de planification écologique, dont Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, une organisation où le mot planification était totalement rejeté il y a encore quelques années. Donc les lignes bougent petit à petit. Donc pourquoi planifier? Il faut une nécessité de coordonner. On sait bien que dans ce formidable défi qu'est la transition écologique, le marché ne suffira pas, même avec une taxe sur le CO2. L'État non plus, tout seul, ne suffira pas, même avec un paquet de réglementations. Il faut aller au-delà, il faut associer, il faut impliquer, il faut transcender des oppositions qui, sinon, parfois s'expriment violemment, comme on l'a vu en 2018 avec la crise des Gilets jaunes. Une autre façon de le définir, je cite, c'est agir dans tous les domaines, fixer des objectifs, négocier une stratégie avec chaque filière, chaque territoire, mettre en place des plans d'action. Cette mobilisation générale et cette méthode, ce sont les ingrédients d'une nouvelle accélération. Les transformations à mener sont telles qu'au moment où l'on résout des problèmes, nous devons veiller à ne pas en créer d'autres. C'est ce que disait la Première ministre Elisabeth Borne dans mon concurrent Libération ce matin. Et en ce moment même, elle est en train de parler de ce sujet de la planification écologique. C'est pour ça aussi que nous sommes en pleine actualité. Mais avec quels outils, quelle courroie de transmission, quel levier public? Dans l'URSS, c'était l'État qui décidait tout et qui imposait tout. Dans la France, d'après-guerre, il y avait des outils qui s'appelaient notamment les grandes entreprises nationales. Et comme il fallait faire une construction très centralisée, ça passait par là. Évidemment, EDF, mais aussi Renault, mais aussi... Il y avait toute une série de grandes entreprises par lesquelles, avec une courroie de transmission assez directe, aujourd'hui, on est dans un monde, encore une fois, qui est très différent. Et donc, on va essayer d'identifier quel levier on peut utiliser. Mais avant ça,
Je voudrais préciser que vous pouvez poser vos questions, que j'ai récupérées par ce petit outil tout à l'heure. Et puis, je voudrais même demander à chacun de nos 4 panélistes pourquoi il faut, selon eux, une planification écologique, s'il en faut une, et pourquoi. Et je vais commencer avec Hélène Garner, qui est directrice de département et qui s'occupe notamment de l'équipe soutenabilité donc de France Stratégie que j'évoquais tout à l'heure. Et vous êtes l'une des personnes qui a monté cette table ronde. Donc, est-ce qu'il faut une planification écologique? Pourquoi? Réponse brève. Merci. Donc effectivement, je travaille à France Stratégie, qui est l'héritière du commissariat général au plan, hein, qui avait été créé en 1946 par Jean Monnet. Et donc j'ai copiloté un travail qui s'est intitulé Soutenabilité pendant 2 ans. Donc le rapport, il a été publié en mai 2022, entre les 2 élections. Et il s'appelle Orchestrer et planifier l'action publique. Donc, on met vraiment l'accent sur les enjeux de planification. Et comme vous le disiez, quand on a commencé à travailler à 2 ans, quand on parlait de planification, on passait vraiment pour des huluberlus ou des passéistes. Voilà. Donc, on voit qu'en 2 ans, la crise Covid, évidemment, est passée par là. La guerre en Ukraine, l'urgence écologique fait que la prise de conscience que le marché ne va pas suffire à organiser l'ensemble des transformations qui sont devant nous est devenu quasiment acquis par l'ensemble de la classe politique. Ce qui est très différent par rapport, et pourquoi il faut planifier aujourd'hui, ce qui est très différent par rapport au contexte de l'après-guerre, c'est qu'on a des transformations qui sont structurelles, majeures et entrecroisées. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs défis à mener de front. Et c'est ça qui est compliqué. D'une part, il y a le défi écologique, il y a le défi démocratique. On a des enjeux de défiance à l'égard des institutions, de la puissance publique, qui font que ce que faisait l'État en 1946, de dresser des grandes lignes et on suivait, ça ne marche plus. Il y a un défi social et économique. Parce que, et c'est le deuxième point, la grande différence, c'est qu'on est dans un contexte de limites. C'est-à-dire qu'on a des limites planétaires franchies ou en passe d'être franchies. Et donc, ce contexte de limites, ça change tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une reconstruction où il suffit de réfléchir à comment on va, où est-ce qu'on va construire des routes, où est-ce qu'on va construire des habitations, comment on va développer l'industrie, etc. Parce qu'en fait, on a des réallocations de ressources à faire. En fait, on a compris aujourd'hui qu'il y a des ressources qui ne sont pas inépuisables. Et du coup, cette question de l'intégration des limites dans la fabrique des politiques publiques et dans l'action publique, c'est extrêmement difficile, et y compris d'un point de vue démocratique, parce que ça contraint tout le monde. Et ça veut dire que la réallocation des moyens, de l'argent par exemple, public, elle va devoir être critérisée, priorisée. Et donc, il va falloir faire des choix. Et derrière les choix, il y a des conflits, il y a des arbitrages, il y a des conflits d'usage. L'argent, il n'est pas illimité non plus. Et du coup, où est-ce qu'on le met? C'est quoi la priorité? Comment on s'organise? Et donc, ce changement de contexte, à la fois l'ampleur et la multiplicité des défis et l'intégration des limites dans la conduite de l'action publique, ça fait qu'il n'y a qu'une organisation, alors effectivement, à notre sens, pilotée par l'État, mais avec l'ensemble des acteurs publics et privés qui peut nous permettre d'y arriver. Merci Hélène. Donc, même question à Cédric. Cédric Durand, vous êtes professeur associé à l'Université de Genève. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions de mondialisation, de financiarisation. Donc, rapidement, au-delà de ce qu'a dit Hélène, pourquoi une planification écologique aujourd'hui? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, pourquoi une planification écologique? La raison essentielle, de mon point de vue, c'est que nous traversons une crise de contrôle. On pourrait parler de crise de contrôle. Et cette idée-là, on la retrouve très tôt chez les économistes écologistes dès les années 60. On a cette idée que finalement, le développement de l'humanité, c'est une maîtrise croissante de la nature. Or, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec la crise écologique, c'est que cette maîtrise croissante, c'est en fait retourner contre nous. Et au contraire, on a perdu la maîtrise sur notre rapport à la nature. Il y a quelque chose de déréglé. Et donc, planifier, finalement, c'est poser la question de comment sortir de cette crise de contrôle. Alors, pour enfoncer le clou sur cette idée, je voudrais donner un exemple. Des travaux récents d'économie écologique montrent qu'il y a largement de quoi subvenir à l'intégralité des besoins, non seulement essentiels, mais décents, importants à l'échelle de la planète. C'est les travaux notamment de Julia Steinberger et de ses co-auteurs. Et ils montrent qu'en combinant les technologies qui existent déjà, les plus efficaces, et en transformant radicalement la demande, eh bien on pourrait, alors évidemment c'est très théorique, mais on pourrait diminuer
de 60% la dépense énergétique actuelle, et pour autant permettre à chacun d'avoir un frigo, une gazinière, 15 mètres carrés chauffés par personne, 4 kilos de nouveaux vêtements par an, 500 à 15 000 kilomètres par an, un smartphone tous les 10 ans, enfin bref, voilà. Donc vous voyez, on peut faire un panier de biens essentiels et qui... Bon, voilà. Alors évidemment, tout ça, c'est très théorique parce qu'on ne passe pas de cette possibilité de ce calcul agrégé à un développement social qui se traduit de cette façon-là. Mais ça montre bien que on n'est pas face à une crise écologique qui serait insurmontable. Si on a une crise écologique, c'est parce qu'on ne sait pas s'organiser pour transformer notre relation à la nature. Et donc la planification écologique, à mon avis, marque cette ambition-là. Une ambition peut-être qui répond en fait à deux échecs. Le premier échec, c'est l'échec des marchés financiers. Et en fait, la planification écologique, c'est aussi une réponse au temps long de la crise de 2008 qui montrait déjà cette impossibilité de centraliser notre futur dans les marchés financiers. Et puis une deuxième idée, c'est l'idée que notre destin collectif ne se résume pas à un destin économique. Il y a de la culture, il y a un rapport à la nature, il y a des valeurs. Et ça passe par des choix politiques qui doivent s'incarner aussi dans un moment de délibération. Marion Cohen, vous êtes consultante, spécialiste de la transition écologique. Vous êtes cofondatrice de la plateforme The Other Economy et non The Over Economy, comme c'était marqué dans le programme. Oui. Bon, le distinguo est subtil mais réel. Donc, c'était une association qui travaille à diffuser des idées dans la continuité de ce que disait Cédric, pour renouveler les raisonnements économiques et modifier le système économique. Donc, qu'est-ce que vous avez à ajouter à ce qu'ont déjà dit Hélène et Cédric ? Merci. Pardon. Déjà, il faut bien comprendre concrètement ce que ça veut dire la transition écologique. C'est un défi énorme. Ça veut dire emmener tout le corps social, toute la société dans une même direction qui a pour objectif de décarboner notre système économique, réduire la consommation de ressources. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rénover nos infrastructures d'eau, d'électricité, d'énergie en général, de gestion des déchets, de transport, pour atteindre ces objectifs-là. Ça veut dire transformer notre système productif, industriel, notre système agricole. Ça veut dire consommer moins, alors que ça fait des décennies, voire une centaine d'années qu'on nous enjoint en permanence de consommer plus. Ça, c'est c'est une transformation incroyable. Ça veut dire également accompagner les transitions professionnelles. Il y a tout un tas de secteurs en tout cas d'activités économiques, qui ne pourront pas perdurer si on fait vraiment la transition écologique. Ça veut dire accompagner les plus fragiles, les plus exposés au changement. Tout ça, on ne va pas le faire grâce à la solution alternative, et qui est celle sur laquelle on se base depuis des années, qui est celle qui sont les solutions fondées sur la croyance en l'autorégulation des marchés. Ça veut dire quoi ? Enfin, c'est quoi ces solutions ? Moi, ça fait 20 ans que je bosse dans le secteur de la transition écologique, que je me mobilise dans différentes ONG pour intervenir sur les politiques publiques. Et ça fait 20 ans que qu'est-ce qu'on gagne, en gros ? On gagne les grands objectifs, donc la vision, elle existe, clairement. Et puis, on gagne la transparence des indicateurs. Il faut donner au marché les bonnes informations. Il faut faire du reporting extra-financier. Il faut faire des étiquettes énergie ou des labels divers et variés pour informer le consommateur. En gros, il faut donner les informations et le comportement des agents économiques, des ménages, des entreprises va s'orienter dans la bonne direction, de même que les investissements. En fait, ça ne marche pas. Ça ne marche juste pas. D'où le besoin de planification, en fait, d'aller tous dans la même direction. Mathilde Dupré, vous êtes co-directrice de l'Institut Veblen, qui est une association qui travaille aussi sur les idées pour associer à la fois le versant économique et les versants politiques pour politique publique pour réussir la transition écologique. Veblen, c'était Veblen, c'était un économiste qui avait montré il y a plus d'un siècle les mécanismes de consommation ostentatoire, donc dans l'autre sens de ce qu'il faut aller, de celui vers lequel il faut aller aujourd'hui. Donc même question aussi. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense que pour nous, ce qui est important, c'est ce qui a inspiré notre action, ce sont les travaux de Kate Raworth sur l'économie du donut, c'est-à-dire à la fois une économie qui doit respecter les limites planétaires qui ont déjà été évoquées, donc avec un plafond écologique à ne pas franchir, pour pouvoir continuer de garantir et de réguler la stabilité de la biosphère, mais aussi s'intéresser à un plancher social
qui est celui du respect des droits humains, des besoins essentiels attachés à chaque personne pour assurer son épanouissement. Et en fait, ce que nous dit cet économiste, c'est que cet outil-là devrait être utilisé comme boussole pour développer des activités économiques qui nous permettent de rester dans l'espace intermédiaire entre ce plancher social et ce plafond écologique, qui est l'espace juste et sûr pour l'humanité. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la planification écologique doit permettre de justement mettre cet outil au centre des préoccupations, et donc de bien tenir ensemble les aspects écologiques, mais aussi les aspects sociaux. Et je voulais dire un mot rapidement aussi sur le fait que aujourd'hui, on a un cadre intéressant à l'échelle européenne qui est celui du Green Deal, qui a été annoncé par la commission en cours qui s'est installée en 2019, qui donne encore une fois une vision assez ambitieuse, avec une neutralité climatique d'ici 2050 et une économie, je cite, dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l'utilisation des ressources. Tout un programme. Et dedans, ce qui nous a intéressé, nous, c'est la question du serment vert ou du serment de ne pas nuire. Et c'est-à-dire, selon les termes même de la Commission européenne, comment on organise toutes les actions et les politiques de l'Union européenne pour qu'elles se conjuguent pour réussir cette transition vers un avenir durable. Et c'est vrai qu'on a un formidable enjeu de mise en cohérence de toutes les politiques publiques, de toute l'action publique, et de s'assurer que tous les acteurs du corps social, effectivement, aillent dans cette direction-là. On va creuser sa dimension de la cohérence. Auparavant, je voudrais juste souligner un point qui affleurait dans plusieurs de vos interventions, mais dans ce passage d'un monde qui s'ouvrait, qui était celui de l'après-guerre, à un monde où il faut à la fois un plancher et un plafond. Il y a des questions de répartition qui sont extrêmement importantes. Et donc ça aussi, ça nécessite des formes d'action qui sont des formes d'action que ne permet pas le marché et que sans doute l'État ne peut pas assumer tout seul. Donc la nécessité d'une cohérence, je voudrais qu'on creuse maintenant un petit peu ce point. Vous avez commencé à évoquer le Green Deal, Mathilde. Je voudrais que vous alliez un petit peu plus loin dans votre analyse de ce besoin de cohérence et quels sont les... Voilà. Dans le cas de ce Green Deal, justement, les premiers documents de l'Union européenne visaient à passer un peu en revue un certain nombre de politiques publiques et à essayer de montrer là où il y a des frottements, là où il y a des choses qui vont dans des directions opposées. La question, c'est ensuite comment on organise la discussion entre ces différentes politiques publiques et les arbitrages pour s'assurer que on va véritablement dans le bon sens. Et donc, comment on concrétise, on opérationnalise ce principe de ne pas nuire. Si on peut donner des exemples dès à présent, je pense qu'aujourd'hui, on a une stratégie nationale bas carbone au niveau français qui donne une trajectoire avec des points d'étape, de passage, etc. Le problème qu'on a, c'est qu'elle n'est pas encore suffisamment déclinée de façon opérationnelle par secteur, avec des cibles pour les entreprises de ces secteurs-là et un moyen de suivre. On ne va pas jusqu'à conditionner les aides publiques qui sont versées, par exemple, aux entreprises au respect de ces cibles. Et donc, c'est vraiment l'agencement de toutes les interventions publiques qui doit être fait. Un autre élément, puisqu'on est en train de discuter du projet de loi de finances en ce moment, on a démarré un chantier en France en 2019 qui est celui des budgets verts, c'est-à-dire pour chaque année donner des indications aux législateurs au moment où ils examinent le budget sur quelles sont les dépenses publiques qui sont favorables à l'environnement, quelles sont celles qui sont défavorables ou celles qui sont neutres. Et donc c'est un exercice qui est conduit par les services de l'État, d'ailleurs pas seulement sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, sur d'autres dimensions comme l'usage des sols, la gestion de l'eau, les déchets ou la biodiversité. Et on voit que c'est un exercice qui est intéressant, mais qui est encore balbutiant, déjà parce qu'il couvre pas l'ensemble des lignes du budget. Il n'y a pas les budgets des collectivités, il n'y a pas les financements européens dedans ou les participations financières de l'État. Parce qu'on a ensuite beaucoup de dépenses qui sont pas incluses dedans, par exemple les exonérations fiscales sur le kérosène ou autres, qui sont pourtant des sujets très importants, ces niches fiscales anti-écologiques. Et puis parce qu'on se base par rapport à une transformation, par rapport à l'existant, et pas justement par rapport au scénario et aux stratégies qu'on s'est fixées. Donc on voit là aussi l'image qu'on donne à voir est pas suffisamment ambitieuse. Donc concrètement, ça c'est des choses qui devraient guider la dépense publique et qui devraient guider la décision publique.
mais c'est encore aujourd'hui insuffisamment fait. Et par exemple, l'année dernière, on nous disait, en préparant le budget 2022, qu'il y aurait 10,8 milliards d'euros de dépenses ayant un impact défavorable pour l'environnement. C'est encore beaucoup trop. C'est encore beaucoup trop, mais surtout cette année, on arrive à 44 milliards avec le bouclier tarifaire. Donc on voit que ces outils-là, ils commencent à être mis en place. Ils sont très intéressants pour éclairer la décision publique. Mais après, il faut avoir faut s'en servir vraiment. Et au-delà de ce budget vert qui donne ces outils, il faut avoir une loi de programmation pour dire dans quel sens on va et à quelle vitesse on réduit ces dépenses défavorables pour l'environnement et comment on s'organise pour le faire. Marion, sur cette question de la cohérence. Mathilde en a déjà pas mal parlé. Je pense que c'est un des mots fondamentaux, c'est-à-dire que la planification écologique, c'est pas une politique à côté d'autres politiques qui vont dans l'autre sens. Je pense que la base de la planification écologique, ça serait mettre fin à toutes les politiques publiques qui sont éminemment contradictoires, ouvertement contradictoires. 44 milliards d'euros identifiés par l'État comme des dépenses anti-écologiques, mais arrêtons. Il y a un moment, il faut justement cette cohérence. Et je voudrais revenir sur l'idée de ne pas nuire. Hein, c'est un principe d'action. En fait, vous avez beaucoup d'indicateurs. Vous avez des centaines, des milliers. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les bases de données, mais des indicateurs environnementaux, des indicateurs sociaux, vous en avez plein. Et donc, ce sont des indicateurs quantitatifs. C'est intéressant pour éclairer l'action publique. Mais ce qu'a mis en œuvre la Commission en identifiant ce principe de ne pas nuire, que j'aurais envie de traduire par ne pas détruire, c'est intéressant. Avoir quelques principes d'action qui guident l'ensemble des politiques publiques, d'une part, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus compréhensible par l'ensemble des citoyens, et puis c'est moins complexe, c'est moins techno. Donc en plus de ne pas nuire, j'ai envie de rajouter deux autres principes. Un autre principe, ce serait prendre soin de soi-même au niveau physique, au niveau psychologique, prendre soin des autres, prendre soin du vivant en général. Et un troisième principe qui serait cultiver la diversité du lien social, la diversité des êtres vivants. Vous mettez ces trois principes au cœur de l'ensemble des politiques publiques. Vous regardez les lois en essayant de respecter ces grands principes, les règlements. Et ben d'un coup, je pense que vous avez beaucoup plus de cohérence. Alors, cohérence, c'est très bien. Je vais me faire un peu à l'avocat du diable, mais on supprime demain ces 44 milliards. On a effet les gilets jaunes x 10. J'ai envie de vous dire, ça fait 10 ans que j'écris des rapports dans lesquels, je l'ai tellement écrite cette phrase, si on se libère des énergies fossiles, on sera moins dépendant de régimes géopolitiques et compagnie. Il y a un moment, c'est à ça que ça sert, la planification. Je suis bien d'accord que là, on est au pied du mur, mais ça fait des décennies qu'on essaye de dire libérons-nous, devenons autonomes. Donc maintenant, on est face à une crise. Et il faut agir face à cette crise, mais il faut aussi avoir toujours la capacité à se projeter dans l'avenir. Hélène. Ouais, je sais pas si ça marche. Ouais. Je pense que l'enjeu de la planification et ce qui fait aussi une différence par rapport à celle d'après-guerre, c'est qu'il faut qu'elle permette d'articuler l'action de court terme, et évidemment les enjeux de long terme et les objectifs de décarbonation, et la prise en compte des crises, parce qu'il faut bien gérer les crises. Et je crois que c'est le problème qu'a aujourd'hui le politique, et l'exemple du budget vert, c'est très illustratif. C'est-à-dire qu'on a retiré dans la présentation des dépenses défavorables, en réalité, le bouclier tarifaire. Là, vous l'avez rajouté, mais en fait, dans la présentation, il est retiré. Parce qu'on dit, là, comme c'est exceptionnel, sinon, ça donne une image trop négative. Et donc, au lieu que tout le monde soit responsable, OK, cette année, on a fait ça parce qu'on n'avait pas assez anticipé et du coup, on est au pied du mur. Et donc, on assume collectivement que cette année, on a ces dépenses-là. Mais on réfléchit ensuite comment on revient sur la trajectoire de long terme. Et c'est ça, la responsabilité politique, c'est d'anticiper comment on revient. OK, on s'est écarté. Et donc, la planification, ce n'est pas un truc rigide et fixé. On sait où on va. On réfléchit ensemble au chemin. Il y a plusieurs chemins pour arriver à la décarbonation. Collectivement, on se met d'accord sur les choix qu'on fait.
Et ensuite, effectivement, il va y avoir des choses. Je veux dire, en 2 ans, on a eu le Covid, la crise économique, la guerre en Ukraine. Enfin, tout ça, on ne pouvait pas le prévoir. Après, on peut anticiper. Et je pense que dans les principes d'action publique, l'anticipation et les enjeux de résilience et de se préparer, effectivement, et de ne pas être à chaque fois au pied du mur, parce que c'est tout le temps la même chose. Et sur les questions d'emploi que je connais très bien, on sait très bien qu'il y a des secteurs qui vont décarboner et qui vont donc... il va y avoir des pertes d'emploi, on le sait. Et donc, plutôt que d'attendre, d'être au pied du mur, que ça passe par la case chômage, il faut organiser de la reconversion, d'autant qu'on sait aussi qu'il y a des secteurs qui vont avoir des besoins de recrutement très importants. Dans la transition écologique, aujourd'hui, on voudrait atteindre nos objectifs en matière de rénovation thermique des bâtiments. On n'y arriverait pas parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre. Donc, on sait tout ça. Il n'y a pas les compétences. Hein. Voilà, donc il y a un enjeu de formation, de reconversion. Il y a des secteurs où il va y avoir des pertes d'emploi. Il faut accompagner les individus vers les secteurs porteurs. On sait où ils sont. Mais ça se prépare en fait. Si on s'y prépare pas, on va avoir des conflits, et c'est ce que je disais tout à l'heure, des conflits de soutenabilité pour nous entre les enjeux écologiques et sociaux et économiques. Et donc on va avoir des usines qui ferment au dernier moment, des conflits très durs, et on va nous dire, mais oui, mais si l'écologie c'est le chômage, les gens ils en veulent pas. Donc c'est la responsabilité pour moi du politique que d'anticiper ça et de s'y préparer. Et quand il y a une crise, de savoir revenir sur la trajectoire. Alors sur la question de la formation, Mathilde, vous avez travaillé sur cette question spécifique. Vous avez fait un rapport sur la fermeture des centrales à charbon. Et donc, au-delà de ce que vient de dire Hélène sur anticipation, formation, quels sont vos messages ? Bah, effectivement, on a publié récemment un rapport avec le réseau Action Climat sur le cas spécifique des centrales à charbon. Alors déjà, il y a un vrai... au moment où ça sortait, justement, on est en train d'annoncer que finalement, la fermeture de certaines allait être reportée, qu'on allait rouvrir une tranche pour l'une d'entre elles. Donc on voit qu'il y a quand même là aussi une vraie question d'anticipation et de stop and go. C'est compliqué. Tant que les gens espèrent que finalement ça n'aura pas lieu, que le lobbying va marcher pour que la décision soit reportée, etc., ils ne se préparent pas vraiment. Ensuite, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui avait été mis sur la table. Après, c'était de l'argent qui était davantage ciblé sur les salariés directs et que finalement... tous les salariés des sous-traitants et des autres activités qui allaient être impactées par ces fermetures étaient beaucoup moins protégés et accompagnés. Donc là aussi, il faut regarder cette question-là. Et aussi que finalement, quand ce sont des centrales qui étaient gérées par EDF, c'est une entreprise qui a quand même les reins solides, beaucoup d'activités, donc des possibilités d'offrir des solutions de reconversion à l'intérieur du groupe, alors avec une mobilité géographique qui n'est pas toujours anodine pour les gens qui y sont confrontés, mais il y a des choses qui se passent. Après, il y a quand même des enjeux de territoire aussi, et d'avoir des stratégies concertées avec les acteurs économiques, les autorités publiques sur le territoire, parce que sinon ça a des effets de désertification de certains territoires qui peuvent être aussi très, très difficiles, y compris sur les autres activités économiques à nouveau. Et c'est vrai qu'une des grandes recommandations qu'on a fait dans ce rapport, c'était vraiment de poser les bases d'un dialogue social et environnemental sur les transitions des emplois. Et on recommandait d'avoir un comité national de transition des emplois pour faire un état des lieux, pour essayer de faire un suivi des dispositifs de reconversion et d'anticiper au maximum, parce que aujourd'hui, il y a un vrai stress. On avait aussi fait un autre rapport sur le secteur gazier et pétrolier. On sait que les gens dans ces secteurs-là se sentent menacés, et il faut leur offrir davantage de perspectives et de visibilité sur ce qui peut leur arriver à l'échelle collective et personnelle, évidemment. France Stratégie travaille sur la prospective des métiers. C'est une dimension à travailler et travaille encore. C'est une dimension très importante. On voit bien que dans cette transition, il y a des choses qui vont être désagréables. Il y a des choses qui vont déplaire à un certain nombre de gens. Et comment est-ce qu'on concilie ça avec la démocratie? Vous l'avez évoqué dans vos premiers propos. Je voudrais poser la question à Cédric demain. Oui, il y a une tension entre planification et démocratie. Il y a une tension parce que la démocratie, c'est les élections, c'est les gouvernements qui changent, c'est donc des orientations qui sont remises en question de manière régulière. Et si on planifie, on doit planifier cette transition écologique, c'est quelque chose qui va nous engager non pas sur 6 mois, sur 3 ans, mais plutôt sur 5, 10, 15, 20 ans.
C'est des choix collectifs qui sont des choix de long terme. Alors comment on fait pour concilier cette question de la démocratie et cet engagement sur le long terme qui finalement est une forme de suspension du choix, donc de suspension de la démocratie. Et donc ça, c'est une difficulté qui est pas mineure à mon sens, et qui qui se complète par une idée, d'où découle une idée, qui est qu'on ne peut pas faire de la planification avec des petites majorités à 51%, ou encore moins à 20%. Il faut des majorités qui soient extrêmement larges, des majorités en acier trempé, c'est-à-dire que des grands secteurs sociaux s'y retrouvent pour qu'ils se sentent engagés par ces choix qui sont faits là. Alors, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette miracle, mais à mon sens, l'idée de planification est indissociable d'une idée de densification de la démocratie. Ça veut dire que ce qui est essentiel, c'est de rendre les choix collectifs plus riches, avec davantage de délibération, quelque chose de plus approfondi, une plus grande représentation des différents secteurs, etc. Donc cette montée en puissance de la démocratie au sens de densification est la réponse que l'on peut apporter au défi qui est celui de l'engagement sur le temps long d'une société. Bon, alors ensuite, c'est aussi quelque chose qu'on peut articuler de manière beaucoup plus positive. C'est aussi, on parlait tout à l'heure des difficultés à se projeter individuellement dans le cadre de cette transition écologique, mais c'est aussi des difficultés collectives. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une crise de ce que nous sommes comme société, du projet qui nous rassemble, etc. Donc la question de la planification, c'est aussi la construction d'un récit, d'un devenir qui soit désirable, dans lequel on puisse individuellement se projeter, mais qui est aussi un récit collectif. Et donc, typiquement, la démocratie du temps long est une manière d'avancer dans ce sens-là. Et puis enfin, c'est aussi des choix qui sont des choix autrement plus importants, si je puis me permettre, que les choix un peu... je ne voudrais pas être trop dur, mais qui sont quand même très peu substantiels du débat démocratique actuel. Les marges de discussion qui sont issues des élections sont finalement très maigres en termes de type de société que l'on peut décider. L'idée de la planification, c'est finalement choisir entre des scénarios qui vont donc nous projeter sur le temps long, mais là, on peut vraiment choisir des choses assez différentes. Alors, ça nous engage pour plus longtemps, mais aussi on choisit plus d'une certaine façon. Donc voilà, ces différentes dimensions, à mon avis, appellent à une forme d'approfondissement de la démocratie, mais qui n'est plus une démocratie du choix instantané. Hélène. Oui, tout à fait d'accord. Dans le rapport, on parle de revivification de la démocratie. Et on pense que la planification, ça peut tout à fait être l'occasion de renouveler notre contrat social. Alors, il y a les élections, mais ensuite, comme le disait Cédric, il y a plusieurs chemins. La décarbonation en 2050, en fait, il y a plusieurs manières d'y arriver. Plus ou moins de sobriété, plus ou moins de technologie, plus ou moins de justice. Donc, et l'ADEME, par exemple, a fait un gros travail de scénarios, 4 grands scénarios, pour arriver à la décarbonation. Derrière ces scénarios, c'est des choix de société. Et donc ça, c'est aux citoyens et c'est aux politiques d'en discuter. Donc on a des engagements. Les accords de Paris, ça nous engage. L'État a été condamné 2 fois pour inaction climatique. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'organisation des pouvoirs publics et des politiques publiques ne permet pas d'atteindre nos objectifs. Donc c'est aussi pour ça pourquoi il faut planifier, parce qu'il faut se mettre en capacité de remplir et de tenir nos engagements. Donc on a cet engagement à 2050. Et puis ensuite, le chemin, comment on y va? Il y a des étapes. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait des lois de planification quinquennale, c'est-à-dire qu'à chaque majorité élue, parce que si on considère que c'est quand même les élections qui fondent ce premier niveau d'accord et de consensus, une loi de planification sur 5 ans, qui donnent des objectifs, mais qui doivent s'inscrire dans la trajectoire de long terme. C'est-à-dire que tout le monde s'engage à respecter les objectifs à 10, 20 ou 30 ans. Mais on est conscient qu'il faut qu'il y ait une marge de manœuvre qui soit laissée à chacune des législatures, parce que les objectifs, ils ne sont pas que purement écologiques. C'est-à-dire qu'il y a la décarbonation, mais derrière la décarbonation, on l'a dit, il y a des enjeux sociaux de répartition et d'équité qui sont extrêmement forts. Et donc là encore, les leviers de la fiscalité, de la conditionnalité des aides, de l'investissement public. En fait, il n'y a plus les grandes entreprises publiques, mais il y a plein de leviers de l'État pour inciter, encourager, contraindre, réguler vers les objectifs qu'on s'est fixés collectivement. Là encore, on a une approche qui est une approche de politique publique et on ne voit pas bien les modes de renouvellement de la démocratie que vous appelez. Alors, quand on dit continuum délibératif, c'est pas délibérer tout le temps, mais c'est à chaque niveau de mise en place de la stratégie délibérer des différents choix qu'on fait. Il y a plusieurs chemins. On a pris l'image de la carte.
c'est pas un GPS, il y a pas on rentre, on sait où on va, mais il y a plusieurs manières d'y aller avec des topographies différentes, des conflits, voilà. Donc il faut tenir compte de ça. Et le continuum délibératif, c'est une fois qu'on a fixé les grands objectifs de la stratégie, on débat à chaque moment des choix à faire, où on implante les photovoltaïques, où on implante les éoliennes, comment on arrive à l'atteinte de nos objectifs. Et à chaque fois, il y a des délibérations qui s'inscrivent dans les décisions politiques. Parce qu'un des constats qu'on fait, c'est qu'il y a énormément d'espaces d'arènes de délibération, mais qui sont trop peu connectés en réalité à la décision finale. Et donc, il y a une espèce de fatigue aussi de ça, des gens, d'aller dans ces arènes. Oui, parfois, et ils disent, bah oui, mais la alors c'est fatigue toujours les délibérative. mêmes, voilà, c'est toujours les mêmes qui viennent. Et puis ça sert à quoi ces délibérations? Alors évidemment, la Convention citoyenne, on a pas mal essayé d'en tirer les enseignements sur pourquoi, à la fin, les conditions de succès de cette délibération, c'est d'être clair sur les questions et sur les débouchés, et sur l'articulation avec la démocratie représentative. Donc, il y a peut-être des choses à améliorer à ce niveau-là, mais donc, il peut y avoir de la démocratie à différents moments du déploiement de la stratégie nationale, et c'est ça qu'on appelle le continuum délibératif. Mais il y a des conditions de redevabilité pour que ça fonctionne vraiment et que ce ne soit pas un artefact démocratique. Alors, je vous rappelle que vous qui nous suivez dans la salle ou en ligne, vous pouvez poser vos questions avec le hashtag Printemps de l'écho, tout attaché, et on les prendra tout à l'heure. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une tension démocratie-planification, qu'il y a des moyens de résorber cette tension, mais qu'il faut inventer des choses nouvelles. Je voudrais qu'on vienne maintenant un petit peu sur les outils, au-delà de cette seule dimension démocratique, sur comment forger des outils pour une nouvelle planification. Et vous avez commencé à en parler, Marion, donc je vais commencer par vous sur ce sujet. Alors donc déjà, une fois qu'on a fixé un cap, en gros les grands objectifs, et comme je crois que je l'ai déjà dit, on a déjà tout ce qu'il faut en termes de matériel sur les grands objectifs. On a de multiples stratégies dans tous les domaines. Après, il faut faire des déclinaisons sectorielles dans le domaine de l'alimentation, de l'agriculture, dans le domaine de la politique industrielle, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des transports. Ça Cédric Borne, Elisabeth Borne a dit dans son interview ce matin, on va faire ça dans 22 secteurs, tout ça. Donc ça va dans le bon sens. En fait, c'est pas du tout nouveau. Je veux dire, on a eu des déclinaisons sectorielles de plein de choses, dans plein de domaines, depuis longtemps. En 2007, il y avait le Grenelle de l'environnement et on avait déjà tout ça. Et on répète, quoi. On répète. Donc, j'espère que la planification écologique ne sera pas juste un mot. Et donc, une fois qu'on fait ça, ce qu'il faut, c'est dresser un cadre pour chacun de ces secteurs. C'est-à-dire que, comme l'a dit Hélène, il y a beaucoup d'outils de la politique publique et il faut les mobiliser en vue des objectifs sectoriels. Donc les outils, c'est quoi? Pour commencer, c'est la programmation budgétaire au niveau national et au niveau local à moyen et long terme. Le budget public, c'est un outil extrêmement puissant. La commande publique, c'est un outil pour orienter, pour créer une demande de produits plus durables. Les investissements publics, vous savez bien qu'ils sont absolument fondamentaux pour notamment tout ce qui est infrastructure de long terme. Le marché finance très mal ça. En tout cas, quand il n'y a pas de soutien public derrière. Donc le budget public. Ensuite, vous avez la fiscalité. Ça, c'est l'outil préféré des économistes. Enfin, pas la fiscalité, le signal-prix. Le signal-prix, c'est-à-dire, via les prix, renchérir les pollutions ou le coût des ressources naturelles pour orienter les comportements. Donc, l'outil à la main de l'État, c'est la fiscalité. Il y a aussi les questions des marchés de quotas. On en a un en Europe. Et donc là, l'État, il crée un marché, en fait, de toutes pièces. Et il distribue des quotas. Et puis, les industriels se les échangent. Et ça permet de renchérir les prix. Ça, c'est un outil aussi qu'il faut utiliser. Il y a un autre outil qui sont évidemment les normes, les standards, les réglementations, les interdictions. Moi, je suis convaincue qu'il faut restreindre le nombre de produits qui vont sur les marchés. Je ne comprends pas que d'un côté, on développe la voiture électrique et que de l'autre côté, on laisse le marché être inondé de SUV. Et puis, si on développe la voiture électrique énorme, en fait, ça sert juste à rien. Donc, c'est pareil. Autre exemple, les produits ménagers. Vous avez aujourd'hui plein de produits ménagers qui sont mieux conçus,
et on continue à mettre sur le marché des produits hautement toxiques. Je ne comprends pas. Il y a un moment, il faut accepter de réduire la taille, enfin en tout cas les produits les plus nocifs, de les sortir des marchés. Donc ça, c'est un autre outil. Ensuite, il y a toutes les politiques de type formation, recherche, éducation, les politiques sociales. Ça aussi, ça doit être mis au service de la transition. Il faut, comme je l'ai déjà dit et comme Mathilde l'a largement souligné, accompagner les transitions professionnelles. Il faut introduire dans l'éducation, vous préparer, vous qui êtes dans la salle, au métier de demain et à la façon de réfléchir de demain. Voilà, tout ça, ce sont les outils qu'il faut mobiliser au niveau sectoriel pour arriver à mener en œuvre la transition. Puis il y a un autre sujet, et je finirai par là, c'est qu'il faut redonner des marges de manœuvre aux États. Les États ont abandonné un certain nombre d'outils de politique publique. Je pense en particulier à la politique monétaire. Ils ont délégué toute la question de leur financement au marché financier, et c'est une catastrophe parce que résultat, c'est la dette et le déficit public qui guident les politiques publiques. C'est pas du tout des sujets qui sont ceux de notre avenir. Voilà. Alors, Marion, vous avez évoqué beaucoup de dispositifs qu'il faut mettre en place et surtout articuler. Cédric, il y a aussi des dispositifs qu'il faut abandonner ou qu'il faut remanier en profondeur. Oui, c'est certain. Enfin, moi, ma préoccupation, c'est qu'on avance dans le débat sur la planification, mais pour l'instant, c'est une planification qui est encore très largement velléitaire. Il y a l'intention, mais il n'y a pas l'architecture qui corresponde au-delà des outils précis. Et il me semble qu'il faut retenir trois grandes idées pour que ça se concrétise comme un projet effectivement organisateur. Le premier, c'est l'idée qu'il y a un centre. La planification implique une forme de centralisation. À un moment donné, de manière démocratique, avec une décision très riche, qui associe des scientifiques, des citoyens, etc. Donc vraiment, c'est essentiel. Mais une fois qu'on a fait cet exercice-là, on tranche sur des scénarios, et là, il y a un moment de centralisation. Donc qui gouverne? Quelle est l'instance étatique qui joue ce rôle-là? C'est quelque chose de décisif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut donc que cette instance-là, elle soit branchée sur un certain nombre d'instruments de politique publique qui sont essentiels. C'est quoi ces instruments? C'est en particulier la Banque de France, évidemment, c'est essentiel. Et là, si je peux me permettre une petite nuance avec ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, la planification d'après-guerre, elle était certes conditionnelle, mais elle était aussi très contraignante. C'est-à-dire qu'on avait accès ou pas au crédit. Et donc, les entreprises, elles étaient contraintes. Donc, il y a quand même cette dimension. Une planification sans contrainte, c'est du pipeau. Puisque finalement, les acteurs, ils vont aller là où ça les arrange. Donc, il faut qu'il y ait une dimension de contrainte, et notamment la politique bancaire peut jouer un rôle là-dessus, mais c'est aussi important les participations de l'État, l'INSEE, la DARES, enfin toute une série il y a quelques instruments essentiels qui doivent être branchés sur cette instance de planification. Parce que là encore, contrairement à ce qui était le début de la planification sous le gouvernement Borne, on nous proposait de planifier l'action de l'État. C'est pas ça la planification écologique, c'est planifier l'économie, du point de vue de l'écologie. Bon. Et puis troisième et dernier principe qui se branche à ça, mais c'est tout le débat sur les indicateurs. On sait qu'on a des tonnes d'indicateurs. Le problème, c'est quels sont les indicateurs qui prévalent. Aujourd'hui, on a d'un côté plein d'indicateurs très compliqués à comprendre, et puis d'un autre côté, on a le signal prix où c'est très facile et on voit si on est dans le plus ou dans le moins. La réalité, c'est qu'on est sur une contrainte budgétaire dure sur le prix, mais contrainte budgétaire molle sur les indicateurs écologiques. Eh bien, il faut aujourd'hui avoir une contrainte budgétaire écologique dure. Ça, je pense que c'est un des principes absolument essentiels si on veut que ce ne soit pas qu'un vœu pieux. Donc centralité, instruments et indicateurs. Hélène, vous êtes dans cette... France Stratégie, c'est l'un des outils de la centralité. Est-ce que l'État est organisé? Est-ce qu'il a ce qu'il faut? Alors, le constat qu'on dresse dans le rapport de manière assez aidée, c'est qu'effectivement, il n'est pas organisé aujourd'hui pour piloter cette planification, l'État. Donc il y a un manque de cohérence. On a recensé tous les plans et les stratégies dans l'État. Alors il y en a 3 pages dans le rapport, mais je pense que depuis on pourrait en rajouter. Donc il y a une donc on a les enjeux de long terme, ils sont là, ils sont présents. Il y a des tonnes de plans et de stratégies. Le problème, c'est qu'il y a zéro articulation, zéro coordination, des temporalités différentes, et tout ça pour nous, c'est vraiment une source de dilution et d'inefficacité de l'action publique. Donc on gagnerait beaucoup en cohérence et dans l'atteinte des objectifs. Et en économie aussi de moyens et budgétaires. C'est-à-dire que si on s'assure que tout converge
Et donc pour nous, on a pris la métaphore de l'orchestrateur, parce qu'il nous semble qu'il faut que tout soit mis en cohérence et qu'il y ait quelqu'un, un pilote, un orchestrateur, qui s'assure que les politiques publiques, les investissements, les marchés publics, que tout ça converge, il n'y ait pas d'orthogonalité vers la réalisation de nos objectifs. Et aujourd'hui, on n'y est pas. La question du budget vert, c'est très intéressant, parce que comme beaucoup d'autres initiatives au sein de l'État, il y a plein de choses très bien qui se font, des indicateurs, les nouveaux indicateurs de richesse, les ODD, le budget vert. Mais en fait, tout ça n'a pas de prise sur les décisions. C'est-à-dire c'est à côté. Donc tant que c'est à côté et que ce n'est pas ça qui conditionne le budget vert, c'est une annexe. Ça ne conditionne pas l'allocation des crédits. Tant que ça restera comme ça, en fait, ça ne transforme pas structurellement. Les nouveaux indicateurs de richesse, ils sont plus publiés depuis plusieurs années. Ça reste le PIB. Le PIB, tout le monde connaît depuis très longtemps toutes les limites, et notamment en matière de prise en compte des enjeux environnementaux. Et pourtant, ça reste l'indicateur phare de mesure de notre richesse. Donc, tant qu'on n'a pas rentré dans les décisions ces nouveaux indicateurs, ces nouvelles manières de prendre des décisions, on n'arrivera pas à changer. Et donc, il faut... c'est pour ça qu'on parle d'orchestration de l'action publique. Mathilde, sur cette question des outils, des indicateurs. Non, mais ça rejoint pas mal ce que je voulais dire. Moi, si je peux me permettre de faire un apport dans la discussion à ce stade, c'est aussi la question de comment on organise la discussion. Il y a aussi quand même une question sur les acteurs économiques qui vont être les plus impactés. Aujourd'hui, ils ont quand même montré une grande capacité de nuisance pour la décision d'un certain nombre de politiques publiques. Je pense notamment à tous les énergéticiens fossiles, enfin les industries fossiles. On a quand même régulièrement des il y a un lobbying intense et oui, efficace. Et des leaks qui montrent qu'il y a quand même eu des stratégies conscientes de diffusion du doute sur la réalité du changement climatique, de diffusion du doute sur l'impact de telle et telle activité sur le changement climatique, etc. Et donc, ça fait partie quand même aussi des choses qui ont beaucoup parasité l'action publique. Et quelque part, quand on a choisi de prendre des dispositions sur la santé publique à l'OMS, on a sorti les cigarettiers de la salle. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'arrive même pas à concevoir et qu'on n'arrive même pas à dire quand on parle d'écologie, parce qu'on nous dit ils font partie de la solution, il faut les associer, etc. Donc certes, le dialogue est nécessaire et la question de la réorientation des activités de ces grandes entreprises-là est fondamentale. Mais si on les laisse peser beaucoup trop sur les décisions, les calendriers, le niveau d'ambition, etc., qui sont pris, en fait, on n'y arrive pas. Et j'ai un exemple en tête, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. Il y a des outils, par exemple, de protection des investissements. Il y a des accords de protection des investissements à l'échelle internationale qui font qu'aujourd'hui, on a des investisseurs dans le secteur énergétique qui peuvent poursuivre les États devant des tribunaux d'arbitrage privés quand ceux-ci prennent des dispositions de politique publique qui visent à fermer des centrales à charbon et à sortir petit à petit un certain nombre d'infrastructures fossiles pour demander des compensations sur les profits futurs non réalisés à cause de ces mesures climatiques. Mais là, on marche sur la tête, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont réalisé des investissements dont ils savaient qu'ils seraient un jour rendus échoués si on était sérieux avec l'action climatique. Donc, ça n'est pas aux contribuables de payer le dédommagement de ces profits futurs non réalisés. Et il faut débrancher ce type de traité qui existe. On est en train de le faire sur un traité qui s'appelle la Charte de l'énergie. Mais c'est typiquement des choses qui, aujourd'hui, entravent fortement l'action publique. Il y a même une petite différence entre les cigarettiers et les énergéticiens. C'est-à-dire que les méfaits de la cigarette, à partir du moment où on n'a plus de cigarettiers, on peut avancer dessus. Si on sort les énergéticiens et qu'on sort l'énergie, on va avoir un petit problème. Parce qu'on a besoin d'énergie. On n'a peut-être pas besoin de cigarettes. Par contre, on a besoin d'énergie, d'énergie qui soit produite différemment. On a besoin d'énergie avec des gens qui savent la faire et qui ont de l'argent pour le faire. C'est pour ça que je disais qu'il faut quand même dialoguer, mais il y a un moment, quand il s'agit de décider à quelle date on arrête tel type d'énergie fossile, comment on en sort, etc., c'est peut-être un moment où la puissance publique doit pouvoir prendre la décision sans qu'elle soit négociée avec ces acteurs-là qui sont directement impactés par ces décisions. Alors, il y a des questions, donc je voudrais les prendre maintenant.
Et la première rejoint un point qu'on a abordé, mais qu'il faut creuser, qui est comment faire si une majorité de la population ne veut pas de ce récit collectif vers la transition écologique. Comment agir, comment répondre à de nouveaux mouvements qui pourraient se rebeller contre des décisions prises comme celui des Gilets jaunes. Marion ? Moi, j'ai envie de rebondir sur ce point, notamment en réaction aussi au débat sur la démocratie. Vous avez commencé ce sujet en disant, on voit bien que dans la transition, il y a des trucs un peu difficiles, désagréables. Mais je n'ai pas commencé comme ça. Hein. Non, mais vous en avez parlé. J'en ai parlé. Je sais, oui. Vous avez parlé ça. Et donc, je rebondis là-dessus. Aujourd'hui, il y a plein de trucs désagréables. On vit dans des trucs désagréables en permanence. Donc, oui, le monde futur n'est pas très agréable, mais on peut essayer de le rendre plus. Ça, c'est un premier point. Et le rendre aussi désirable, je crois que c'est un point qu'a mentionné Cédric, qui est absolument essentiel. C'est essentiel, mais enfin, je ne sais pas combien dans la salle, combien vous êtes à avoir pris conscience de là où on en est concrètement. Moi, en tout cas, une fois que j'ai pris conscience, soit je m'effondre, soit j'agis. Et la planification écologique, ça permet d'agir. Et donc, avoir l'impression que notre État, il agit, il va dans une direction, parce que moi, je suis désolée, mais aujourd'hui, l'État, je ne sais pas où il va, à part les questions financières, les questions de dette, les questions de compétitivité, enfin, tout ce vocabulaire économique, je ne sais pas où il va, l'État. Qu'est-ce qu'il me vend ? Donc, je ne suis pas sûre que si on a un récit collectif qui dit on va essayer de faire avec les crises, on sait, un récit collectif qui nous redonne un futur. On n'a pas de futur aujourd'hui dans notre récit collectif. Et quand on a pris conscience, on a juste peur, en fait. Donc, je ne sais pas s'il y a une majorité de la population qui pourrait être contre une planification écologique à partir du moment où on la raconte bien, parce qu'elle prend la place d'un nos futurs, en fait. Sur cette même question de comment faire si beaucoup de gens ne veulent pas, rejettent, refusent. Oui. Non, je pense que un des volets très, très importants, c'est qu'il y a une forme on parlait de cohérence tout à l'heure, d'incohérence absolue entre des modes de consommation et une incitation à consommer qui est permanente. Le capitalisme est un productivisme. Il doit faire consommer les gens pour pouvoir produire davantage, pour faire davantage de profit. Et en même temps une injonction à la sobriété. Ça peut pas tenir. Donc évidemment, les gens ils disent, écoutez, on me demande de faire attention à tous les niveaux, de m'engager sur la sobriété, et en même temps, on me remplit le cerveau d'incitation à consommer. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui à mon avis, est une incohérence extrêmement forte et qui fait que du point de vue anthropologique, ça tient pas. C'est pas tellement une question de désir individuel. Le sujet individuel, il est quand même très déterminé par tout le contexte dans lequel il se situe. Donc je pense que ce point-là, il est vraiment essentiel. Ne pas s'attaquer au consumérisme, au productivisme, c'est-à-dire d'abord au budget de la publicité, peut-être que tu peux en parler, je pense que c'est quand même un début. Bon, puis la deuxième chose, c'est aussi la dimension des inégalités. C'est-à-dire que, là encore, demander des efforts à chacun, alors qu'on voit qu'il y a des comportements qui sont des comportements individuels criminels du point de vue climatique, c'est quelque chose qui est moralement incompréhensible. D'autant plus que c'est surtout c'est par ailleurs des comportements de personnalités qui sont très valorisés. Donc on voit nos idoles, je ne sais pas si vous aimez le foot, voilà, vos idoles, vous les adorez vraiment, vous êtes fous de ce qu'ils font sur le terrain, et puis par ailleurs, vous les voyez comme des gens très sympas, et puis qui gaspillent énormément de carbone et qui détruisent le climat. Là, il y a quelque chose qui tient pas la route. Donc on ne peut pas faire confiance, là encore, aux individus pour régler ça. Il y a des limites qui doivent être posées collectivement. Et puis le troisième point, il est cognitif. C'est qu'on demande aux individus, là encore, de s'engager, de faire les bons calculs pour leur chaudière, pour ce qu'ils font. Mais je sais pas, moi, je m'arrache les cheveux quand je suis dans un supermarché, que j'essaie d'être un peu rationnel du point de vue écologique. Je veux dire, c'est impossible. On nous demande des calculs qui sont extrêmement sophistiqués à faire. On se rend pas compte s'il vaut mieux prendre un truc qui est bio mais qui est sous plastique ou un truc qui vient d'à côté qui est pas bio. Enfin, tout ça est impossible à trancher individuellement. Donc là encore, la planification écologique, c'est aussi traduire dans l'offre telle qu'elle arrive au consommateur une série de choix qui ont été faits préalablement. Ou qu'on puisse faire son choix en connaissance de cause déjà. Oui, parce que les choses aujourd'hui est effectivement très clarifiées. Les choses ont été clarifiées. Les marchés transmettent très mal l'information de ce point de vue-là. Mathilde. Non, mais sur ces points, c'est complémentaire. Alors, sur la publicité, c'était l'objet de la séance juste avant, donc on ne refera pas le match là, mais ça peut être revisionné.
Et je pense qu'après, il y a des grosses questions de justice sociale dans les choix qui sont faits. C'est-à-dire qu'on a eu là, à la rentrée, tout un épisode sur les jets privés, etc., où on voit qu'il n'y a aucune volonté de mettre des règles sur ça, alors qu'il existe déjà des règles sur les trajets en avion trop courts pour les compagnies commerciales. Et dans le même temps, on a un gros sujet qui arrive, c'est celui des zones à faible émission qui vont être fortement impactantes pour les populations qui sont obligées de prendre leur voiture et qui ont des véhicules trop polluants par rapport aux critères qui sont émis. Et là, quand on est capable de mettre 45 milliards pour un bouclier sur l'énergie non ciblé, peut-être qu'on peut se dire que ces 44 milliards, ils seraient mieux utilisés s'ils pouvaient permettre d'accompagner tous les gens qui vont être très difficilement impactés par la mise en place de ces zones à faible émission, pour qu'ils puissent avoir des solutions alternatives et continuer à se déplacer pour aller travailler ou pour toutes leurs obligations. Donc je pense que là, on a quand même des vrais sujets de priorisation et de faire des choix qui soient cohérents. Et de la même façon, je parlais tout à l'heure du kérosène. On a encore cette année une discussion sur le projet de loi de finances où il n'est pas possible d'aborder cette question des niches fiscales sur le kérosène qui n'est pas taxé. Donc, il faut, ces sujets-là, ils commencent à être bien connus. Il faut absolument réussir à aller de l'avant. J'ai trouvé hier dans mon journal un petit exemple d'incohérence que j'ai trouvé mignon, si je puis dire, qui est suite à l'interdiction donc des vols intérieurs pour des trajets qui peuvent être faits en moins de 2h30 en train. Donc des gens qui veulent faire aller par exemple de Bordeaux à Abidjan, ils doivent aller de Bordeaux à Paris, puis de Paris à Abidjan. Et donc de Bordeaux à Paris, ils doivent y aller en train. Et ensuite, pour aller à la gare où ils arrivent en train, il n'y a pas d'autre solution que de prendre un taxi pour aller à l'aéroport. Et donc chaque personne doit prendre un taxi. Il n'y a pas de transport en commun sur la gare sur laquelle ils arrivent. Oui, il y a une gare, c'est la gare de Massy. Pour aller de Massy à Orly, il n'y a pas de transport en commun. Voilà, donc c'est juste une toute petite incohérence, mais juste pour montrer la nécessité d'avoir une chaîne complète et que c'est très difficile à faire. Alors, des questions sur la question des horizons. Combien de temps est-ce qu'on peut permettre peut-on nous permettre de prendre pour convaincre la population, sachant que nous sommes dans l'urgence? Et puis, par rapport aux échéances qui sont avancées, on parle de 2030, 2050, comment est-ce qu'on jalonne le temps, Hélène? La planification, ça sert exactement à ça. C'est-à-dire qu'on a un horizon avec des objectifs à 2050. En l'occurrence, là, c'est les engagements des accords de Paris. Et puis ensuite, on fait ce qu'on appelle du backcasting. C'est-à-dire qu'on fait le rétro-planning de tout ce qu'il faut faire pour arriver à l'horizon qu'on s'est fixé. Et donc, il y a des étapes, forcément. 2030, c'en est une. Hein. On s'est mis des objectifs de décarbonation à 2030 et puis à 2050. Il n'y a pas que la décarbonation, hein, parce que là, il y a aussi les enjeux de biodiversité, les enjeux de pollution. Donc, les objectifs des engagements des accords de Paris, c'est sur la décarbonation, mais évidemment, on peut avoir une vision plus large des objectifs qu'on se fixe à 2050. Et par rapport à la question précédente, je pense que la question de la justice et de la répartition des efforts, c'est central. En fait, pour moi, c'est la condition centrale pour que collectivement on s'embarque dans le récit qu'on a choisi. Et comment on fait la conciliation entre l'urgence et l'action? Je trouve que la Convention citoyenne pour le climat, c'était quand même un très bon exemple. On a tiré au sort des gens dont ils ont dit très clairement qu'ils n'étaient pas du tout ni sensibilisés, ni particulièrement intéressés par ces questions, qui ne voyaient pas pourquoi il faudrait qu'ils revoient leur manière de consommer ou de se déplacer. On met ces gens-là dans un format de délibération, d'échange, d'information, de formation. Et la prise de conscience, elle est à la fin, les propositions, elles étaient partagées par tous. Donc moi, j'ai confiance dans la capacité à ce qu'on explique là où on en est. Et c'est pas de la pédagogie, je vais pas dire. En fait, juste, les gens, ils comprennent assez bien ce qui arrive. Donc on se met collectivement ensemble et en responsabilité. Voilà où on en est, voilà les limites, voilà où
se propose d'aller, il va y avoir des efforts à faire. Il y a des conflits à gérer. Et c'est là que je dis que c'est là que ça peut revivifier. Comment on fait pour les résoudre? Alors, on sort les lobbies de la salle de discussion. Je ne sais pas si on sait faire ça. On prévoit de l'accompagnement pour ceux qui vont être les plus exposés. Et on sait les identifier, les ZFE. On sait très bien qui ça va toucher. Et pourtant, on n'a pas encore mis en place les mesures d'accompagnement. Donc, on se dit, c'est un nouveau gilet jaune qui va arriver et on le sait. Voilà. Donc, il y a aussi une question de responsabilité de l'État, de tout le monde. Et moi, j'ai assez confiance dans notre capacité collective, une fois qu'on a pris conscience des enjeux, à pas s'effondrer, à pas se laisser abattre, mais à s'organiser collectivement pour y arriver. Et vous en ferez partie, hein, et on en fait tous partie. Toutes les générations, je pense, peuvent travailler ensemble. Bien, je crois que c'est très bien de terminer sur ce message. Hein. Conscience, confiance, défis économiques, mais aussi défis politiques, avec des solutions, avec le fait qu'on en est seulement au tout début et qu'il va falloir sans doute accélérer. Merci à vous qui avez participé. Merci à vous aussi.